Bienvenue à toi sur Radio Déa, le podcast de la communauté de l'école des mystères de la déesse. Ici, chaque mois, tu retrouveras une interview d'une prêtresse ou d'un prêtre qui chemine avec toi dans notre école. Tu découvriras des portraits de femmes et d'hommes qui te parleront de leurs évolutions, de leur vie et de toutes les transformations qui s'est passées depuis leur début. Car nous sommes tous des êtres humains derrière nos écrans. Ces interviews te permettront de te sentir moins seul et te donneront des conseils sur les expériences vécues. Je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir ce deuxième épisode avec Namibie. Bonjour Julie, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien? Alors Julie, on va se demander qui tu es, mais tu es aussi Namibie. Alors je voudrais que tu te présentes un petit peu, de savoir qu'est-ce que tu fais, qui es-tu? Je suis Namibie Sekmis. Je suis maman à la maison de trois maintenant grands garçons de 14 à 4 et demi, ouais, 3 et demi parce que j'ai mon neveu à la maison, donc de 14 à 23 ans. Je suis prêtresse de Sekhmet et de 4 à l'ordre de DA. Ça résume pas mal ça. Mon travail en tant que tel, c'est vraiment la famille puis la communauté, entre autres. Et qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce cheminement à l'OD? Le hasard un peu. Il y a plusieurs années, je cherchais vraiment comme... vu que je suis très solitaire dans ma pratique, puis j'habite vraiment un petit village du Québec, je me cherchais des gens qui avaient un peu les mêmes croyances que moi pour partager et tout. Et je suis vraiment tombée sur le site de l'Ordre par hasard en faisant des recherches sur Internet. J'ai posé ma candidature pour la session, la session de mars et j'ai été acceptée. Pas avec quand même une certaine réticence parce que j'étais totalement nouvelle. Quand moi je suis rentrée dans l'ordre, c'était toutes quand même des prêtresses qui étaient quand même avancées, des gens qui faisaient partie de la communauté, je dirais sorcières ou en tout cas un petit peu de Montréal puis ces choses-là, parce que ça partait vraiment au Québec. C'était beaucoup plus de Québécoises au début. Et moi, j'arrivais totalement de nulle part avec zéro pratique, juste de la théorie, mais beaucoup d'enthousiasme. Fait que j'ai été acceptée, puis j'ai commencé à cheminer à l'ordre de DA, je crois, de mémoire, je crois que c'était en 2000. Il faudrait vraiment que je regarde, parce que j'ai vu ma présentation il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est en 2006, mais je ne suis pas sûre. 2006-2007. Ça va faire presque 10 ans. Ça a fait 10 ans que j'étais dans l'ordre il n'y a pas si longtemps que ça. Et est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé avant et puis après, par rapport à la transformation? Est-ce que tu avais, par exemple, une vision enfant de la nature, des rêves, enfin, des choses comme ça, et puis ton évolution en tant qu'adolescente, et puis arriver à l'âge adulte, est-ce qu'il y a eu une transformation qui s'est passée de ce passage-là? Ben, je dirais pas tant une transformation, plus une évolution. Parce que j'ai toujours été un peu bizarre, solitaire, beaucoup dans les livres. J'aimais beaucoup les recherches, tout ce qui touchait que ce soit l'ésotérisme, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu au niveau de la sorcellerie, de la magie, du féminin sacré, de la déesse, mais moi, quand j'étais jeune, il y a vraiment longtemps, on n'avait que les bibliothèques. Puis la section ésotérique, c'était vraiment des petites sections. Fait que dans les trois bibliothèques de l'endroit où je vivais, aux alentours, je les ai toutes faites. Puis Internet, ça n'existait pas, donc on avait, pour les recherches personnelles, c'était vraiment que des livres. Et Amazon n'existait pas non plus, fait qu'on avait juste les librairies. Et les librairies aussi, les sections, maintenant, sur le féminin sacré, dans le temps, anyway, ça n'existait pas. Puis l'ésotérisme en général ou les phénomènes occultes, c'était très limité. Fait que je dirais plus que ça a évolué dans le sens où qu'avec Internet aussi, on avait plus de contenu, on avait plus de matière aux recherches. Quand je suis rentrée dans l'ordre, j'ai connu aussi des gens, je veux dire, qui étaient beaucoup plus avancés que moi. Fait que j'ai posé beaucoup, beaucoup de questions. J'étais vraiment très intense au niveau des questions parce que je voulais vraiment tout apprendre. J'ai toujours été très curieuse de nature, très ouverte, mais très solitaire aussi. À l'adolescence, ça ne s'est pas vraiment amélioré.
J'ai jamais été une personne qui était hyper sociable. Tu sais, j'avais mes amis, mais j'avais genre 3-4 amis. J'ai jamais été le genre de personne avec faire partie d'un grand groupe puis d'être à l'aise là-dedans. Je suis pas à l'aise dans les grands groupes. Quand il y a trop de monde, trop de bruit, je suis pas bien. Ça a toujours été. C'est pas des situations nécessairement que je suis quand il faut, mais c'est pas non plus des situations que je vais applaudir, là. Mais mettons, de mon enfance à mon adolescence ou même jusqu'à maintenant, je dirais pas que c'est tant des changements que des évolutions. J'ai fait partie des Rose Croix aussi avec ma marraine et mon parrain pendant quelques années. J'aimais beaucoup aller dans cet endroit-là. J'aimais les gens, l'énergie qu'il y avait dans ces lieux-là. C'était des gens qui étaient très calmes. Je dirais plus sereins et posés que les gens à l'extérieur. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est des gens, tu voyais vraiment qu'ils avaient une pratique spirituelle, puis que leur énergie ou leur... Je ne sais pas comment dire ça. C'est des gens qui étaient calmes, posés, de bonne humeur, qui étaient très différents des gens à l'extérieur, je dirais. Ça, j'aimais ça. J'étais avec eux autres pendant quelques années. J'ai jamais été initiée. J'ai failli être initiée, puis en fin de compte, j'ai choqué à la dernière minute parce que je trouvais que c'était beaucoup d'engagement, parce que c'était des frais aussi. Quand tu rentres dans les Rose-Croix, c'est pas des formations qui sont bénévoles, c'est pas gratuit. Je veux dire, tu as des cheminements à faire, il y a des coûts qui viennent avec ça, et je n'étais pas prête à ce que ma marraine et mon parrain s'engagent financièrement à ce niveau-là. Fait que j'allais dans les loges de manière en tant que visiteuse. Je participais à certains rituels ou certaines pratiques. Mais quand c'était le temps vraiment de sauter le pas et de m'engager de manière plus sérieuse, ben écoute, j'avais peut-être 12 ans dans ce temps-là, puis je n'étais pas prête à ça. Puis après ça, ben, je suis rentrée dans l'ordre. Et tout a changé. Et qu'est-ce que ça a changé? Vraiment beaucoup de choses. Sincèrement, moi, là, pour moi, ça a été vraiment l'endroit où j'ai rencontré des gens qui partageaient mes croyances, avec qui je pouvais jaser. C'est des femmes qui étaient vraiment ouvertes, très disponibles. Patiente aussi, parce que j'étais vraiment gossante. Je posais vraiment beaucoup de questions. Puis moi, quand je suis rentrée dans l'ordre, vu que j'étais une personne qui est plutôt... Moi, si on peut ne pas me remarquer, je vais être heureuse. Puis mon défi, quand je suis rentrée dans l'ordre, ben, c'était vraiment de participer puis d'apprendre à connaître des gens parce que je voulais apprendre. Fait que je participais beaucoup, je posais beaucoup de questions. Puis ça a été mon défi personnel en rentrant dans l'ordre, mais ça change. Pour moi, l'ordre, ça a vraiment tout changé. J'ai connu des gens, oui, de manière rituelle, mais aussi de manière physique. Je me suis fait vraiment des bonnes amies là-dedans. J'étais très proche de la fondatrice, des deux fondatrices, qui m'ont pris sous leurs ailes pendant des années. Isis, au niveau de la pratique, oui, du déanisme aussi beaucoup, mais aussi beaucoup au niveau de la magie et de la sorcellerie. Avec Sheila, je suis devenue proche avec les années parce qu'à un moment donné, elle avait besoin d'aide pour gérer le forum. Puis c'est moi, je m'étais portée volontaire. Puis on a eu beaucoup d'échanges parce que quand je bloque, puis c'est long à comprendre. Fait qu'on n'a pas le choix, de mieux se connaître. Mais j'ai connu vraiment des personnes formidables. Puis le danisme, ça me convient. C'est vraiment, oui, tu sais, je me suis renseignée sur la Wicca, puis j'ai lu là-dessus beaucoup. Le Dieu me parle, mais ça ne se compare pas à la déesse. Pour moi, je suis vraiment très déaniste. Et dans l'ordre, j'ai retrouvé vraiment ce que je voulais. Des personnes saines aussi, parce que c'est des personnes qui ont fait ça bénévolement. C'est des personnes qui sont patientes aussi, puis ouvertes à toutes les différences, parce on a une base, mais on est très libre dans le déanisme. Je pense que c'est ça qui me convient. Parce que quand tu es dans un coven plus serré, j'aurais pas été capable. Quand il y a trop de règles, j'étouffe. Faut que j'aille une base pour pas m'éparpiller. Mais l'ordre, comment ça fonctionnait dans le temps et comment ça fonctionne aussi aujourd'hui, même avec les modifications qu'on a faites, parce qu'on est plus exigeant qu'on l'était dans le temps. Puis pour moi, c'est un bon point. Mais là, pour moi, ça a tout changé. Ça m'a permis d'avoir une communauté qui me permettait d'évoluer avec des gens tout en respectant mon besoin d'indépendance et d'autonomie aussi. Et est-ce que il y a une répercussion aussi au niveau de ta famille, tes enfants, quelque chose? Quand j'ai commencé dans l'ordre, je leur en ai parlé parce que c'est sûr que ça prenait de mon temps. Moi, je faisais mes leçons le matin avant que mes fils se lèvent. Donc, à 6 heures, je commençais mes leçons le matin avant de lever mes fils. Je les avais avertis. Puis je voulais aussi, je leur en avais parlé parce que je voulais aussi qu'ils remarquent si j'allais changer. Parce que je veux pas les sectes et les groupes malsains, ça existe et c'est réel. Et ça peut avoir beaucoup d'impact. Et je leur avais carrément demandé que s'ils remarquaient que je changeais d'une manière négative, ben carrément de me le dire. Parce que c'est sûr que les sectes, ça fait peur. Puis je veux dire, c'est à peu près n'importe qui peut se faire avoir. Je veux dire, il n'y a personne qui est vraiment à l'abri de ça à 100%. Fait que je voulais avoir un avis extérieur sur mon évolution puis les changements que j'allais avoir. Mais ça a été bien accueilli. Pas vraiment de surprise parce que, comme j'ai dit, j'ai toujours été un petit peu la bizarre de la famille. Fait que ça n'a pas surpris vraiment personne.
mais ça les inquiétait un petit peu aussi au niveau, OK, est-ce que c'est une secte? Mais tu sais, comme je l'ai dit, ils ne demandent pas d'adresse précise, pas d'argent, il n'y avait rien. Tu sais, oui, tu donnes ta région où est-ce que tu habites pour avoir une idée de où est-ce que nos membres sont, mais je dis, il n'y a aucun renseignement personnel. Fait que je dis, rendu là, si c'est une gang de fuckés, ben je pars, puis c'est tout, là, tu sais, c'était simple pour moi. C'était un bon guess à prendre. Fait que j'ai pris un guess, puis je me suis dit, ben regarde, si j'aime pas ça, ou si je vois vraiment que c'est un groupe qui est malsain, ben je m'en vais, puis c'est tout. En fin de compte, je suis encore là. Alors, est-ce que tu as eu des grandes difficultés dans ta vie à l'OD, par exemple sur les leçons, ou est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été très difficiles à passer Les leçons, ça a bien été. J'ai adoré les archétypes. Moi, j'étais totalement débutante dans ce moment qu'on n'avait pas d'Assam Pensa, fait que tout pour moi était nouveau. Fait que j'ai beaucoup aimé. Ça a brassé beaucoup. Les archétypes, ça brasse beaucoup. Je veux pas ça. Celui-là de la mère, que je pensais faire les doigts dans le nez, a été difficile. Puis pourtant, j'avais une bonne, j'ai toujours été proche de ma mère. On avait quand même une bonne relation. Mais les archétypes, c'est ça. Ça l'a brassé beaucoup. C'est beaucoup de remises en question. Puis c'est ça. Toutes les leçons, ça a quand même bien été. Puis moi, j'étais élevée avec Solveig. Fait que Solveig, c'est comme 1 mois par leçon. Fait que j'avais pas le choix de prendre 1 mois parce que Solveig, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Puis moi, ça m'a aidé beaucoup parce que j'étais genre à faire les leçons une par-dessus l'autre. Fait que j'aurais été trop vite. Fait qu'avec la manière que Solveig enseigne, ben j'avais pas le choix de creuser la leçon. Tu sais, je faisais ma leçon maintenant en une semaine, c'était fait, tout était fait, mais j'avais encore 3 semaines pour l'approfondir. Puis ça, moi, ça m'a aidé parce que j'aurais été le genre à clencher le DM, ça prend un minimum de 1 an, je crois, ou quelque chose de genre. Tu sais, je l'aurais peut-être fait maintenant en 7 mois. Ça n'aurait pas été assez. Mais avec la méthode de 1 mois minimum par leçon, ben ça m'a permis vraiment de creuser, puis j'ai apprécié. Pour moi, ça a été vraiment bénéfique, cet enseignement-là. Puis cette manière-là. Parce que sinon, ça aurait été trop vite. Puis les archétypes, ben il faut aussi prendre le temps de les digérer. Surtout ceux-là, il y en a qui sont plus faciles, mais la majorité, souvent, ce que je remarque, c'est quand on arrive dans une vie spirituelle, une pratique, on n'a pas eu nécessairement une vie super facile. Fait que les archétypes comme l'enfant, la mère, ceux-là qui sont comme vraiment notre base, ben ça nous brasse. Fait que, le temps nécessaire pour les vivre, c'est important de le prendre aussi. Mais la mère, je te dirais que c'est vraiment la leçon qui m'a le plus brassé. Par rapport à ce que tu dis, ça me fait une répercussion des leçons qui sont données trop vite. Et là, on arrive je ne ferai pas de commentaires dessus. Et là, à la fin, on fait comme, OK, on reprend celle-là. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as continué en fait? Alors, ce que je comprends, c'est que vu qu'il n'y avait pas des Sapienza, donc il y a eu directement des Mystica, du coup. Enfin, c'était un mélange comme Camille aussi, à cette époque, c'était ça, du coup. Donc, c'était pas tout à fait le même cheminement qu'il y a maintenant. Non. Et, on partait directement dans la prêtrise. Voilà. Si toi qui enseignes maintenant, est-ce que tu auras, enfin, le parcours que toi, le cheminement que tu as eu, est-ce que tu regrettes ou tu auras voulu faire un peu plus ou pas du tout ou ça... Descent Pensa, c'est vraiment un programme que je trouve nécessaire. Surtout pour ceux qui débutent, qui ont comme, tu sais, moi, j'aurais apprécié d'avoir Descent Pensa parce que j'avais que du théorique. Fait que, tu sais, Descent Pensa, ça permet d'avoir une meilleure base, puis aussi de voir aussi comment les gens s'intègrent à la communauté. Puis quand on partait direct dans DM, on faisait DM, on s'engageait, mais tu ne sais pas ce que ça va donner. C'est comme 1 an. Je trouve que Descent Pensa, ça permet aux gens de connaître la communauté puis de voir aussi s'ils peuvent s'intégrer à nos valeurs DMistes, à notre manière aussi de fonctionner, à ce qu'on enseigne. Fait que, est-ce que je regrette d'avoir juste fait DM? Non, parce que dans ce temps-là, c'était comme ça. Mais Descent Pensa, c'est un bon ajout. De toute façon, depuis le temps que je le fais avec mes étudiantes, ben, j'ai fait le programme au moins 12 fois. Oui, c'est ça. Comme tu vois, comme là, on est en train de retravailler nos archétypes, mais tu sais, les nouveaux archétypes, je vais les refaire. C'est même une fois qu'on est initié, comme les leçons pour les chakras, je les ai refaites aussi parce que même si on les fait, je veux dire, il n'y a aucune leçon de la Mystica qui est, comment je peux dire ça, coulée dans le béton.
avec le temps, avec l'évolution, avec nos pratiques, avec tout ce qui change dans notre vie, mais toutes les leçons sont toujours à refaire. Je veux dire, il n'y a jamais coulé dans le béton. Tout change tout le temps. Il y a toujours un petit truc qui va changer dans notre manière d'atteindre. C'est la manière que je voyais la mer il y a 6 ans ou 7 ans. Ben, c'est pas la même chose que je vois d'aujourd'hui parce que dans le temps, j'avais des jeunes enfants. Maintenant, j'ai des adolescents et des jeunes hommes. Le rôle de la mère évolue, tous les archétypes évoluent, nous autres aussi. Fait que même si on a fait le programme, on le refait tout le temps quand même. Parce que dans notre pratique, pour intégrer notre prêtrise, il faut les refaire, les leçons tout le temps. Là. Puis on les refait avec nos étudiants aussi, parce que souvent aussi, ils nous amènent des fois un point de vue que nous autres, on n'avait absolument pas vu. Là. Puis des fois, la manière de voir des autres, c'est quelque chose qui nous fait comme, hey, j'ai jamais vu ça comme ça, je vais creuser cet aspect-là. Fait que, tu sais, on apprend tout le temps. Vraiment. Donc, le fait de mentorer, en fait, d'accompagner des élèves, du coup, ça te fait aussi travailler tout le temps. Oui. Le mentorat, moi, j'adore ça parce que ça m'aide beaucoup au niveau de ma socialisation. Parce que c'est sûr qu'en étant mentor, même quand j'ai commencé juste en étant mentor, ben, tu n'as pas le choix d'échanger avec au moins tes étudiants, toi. Après ça, ben, tu sais, j'ai commencé à m'occuper, à gérer le mentorat. Fait que là, il fallait que j'aille parler avec les autres mentors parce que c'est moi qui s'en occupais. Tu sais, tranquillement, pas vite, mon niveau de socialisation, j'ai pas le choix de le travailler, là. Mais en accompagnant les étudiants, c'est ça, ça donne des nouveaux points de vue aussi, des aspects que nous autres, on n'aurait pas vu de notre manière, parce qu'on voit les choses selon notre expérience, notre histoire personnelle. Fait que ça change de personne en personne. Puis ça apprend aussi beaucoup la patience, la diplomatie, le respect de soi et des autres. Ça demande beaucoup le mentorat, je trouve, sur certains points, mais ça m'a beaucoup appris. Ça a appris sur mes limites à moi, sur les limites aussi que les autres doivent avoir dans le respect, que ce soit des délais ou juste, je ne sais pas comment dire ça, mais de la cohabitation sociale. Là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Le mentorat, ça demande beaucoup sur certains points, mais ça apporte aussi beaucoup. C'est pas quelque chose que j'arrêterais de faire. À quel moment tu as senti que tu as trouvé, enfin, ou tu as compris que tu as trouvé ta déesse patronne? Comment tu as été, enfin, les émotions que tu as eues? Comment ça C'est s'est passé? pendant la leçon de la guerrière. On fait une visualisation. Et puis, Sekhmet m'a carrément dit à la fin, c'est à moi. Bon, une leçon parmi tant d'autres. Fait que, tu sais, je vais dire, je fais comme bon, tu sais. Mais quand je lisais sur son mail, je sais pas comment dire ça, mais ça fait plus que cliquer. C'est comme vraiment si je retrouvais littéralement quelque chose que j'avais déjà eu ou connu. C'était comme, je sais pas comment dire ça autrement, mais le sentiment de retourner à la maison. C'est comme si je retrouvais vraiment une partie de moi que j'ai essayé de nier pendant longtemps parce que moi, quand je suis rentrée dans l'ordre, dans ma tête, je voulais servir ce qu'on appelait, ben là, on va changer le nom des archétypes, mais ce qu'on appelle aujourd'hui les dames blanches, les déesses blanches. Pour moi, dans ma tête, je vais servir soit Brigitte ou Kuan-Yin. Tu sais, j'ai toujours un tempérament quand même. Oui, des fois, j'ai mauvais caractère, là. Mais tu sais, je voulais une déesse patronne qui m'aide à tempérer beaucoup. C'est pas ça qui est arrivé. Fait que c'est ça. Quand Sekhmet est arrivé pendant la leçon de la guerrière, elle est jamais partie. Puis même si j'essayais quand on continue les autres leçons, on rencontre d'autres déesses, c'était elle. Il y a juste pas d'autres mots. Puis j'essayais de fuir parce que je suis beaucoup. Je le fais beaucoup moins qu'avant, mais ça fait la même chose pour Hécate. Quand Hécate est arrivée dans ma vie, Hécate, c'est ma déesse sœur. J'ai fui beaucoup aussi parce que je voulais juste une patronne, parce que je trouvais que avoir trop de divinité, ça me permettait pas de assez approfondir. Fait que moi, dans ma tête, j'avais une déesse patronne, c'était une dame blanche. Ça a été totalement autrement parce que c'est pas du tout une déesse blanche que j'ai. J'ai une déesse sœur et j'ai un panthéon très volumineux 10 ans plus tard. Sekhmet, je te dirais que pour moi, ce qu'elle représente, ce qu'elle amène, c'est ce que tu veux pas, ce qui te fait peur, ça va arriver. Puis plus je connectais avec elle, plus je me renseignais sur elle, plus je me rendais compte que, OK, elle n'est pas arrivée à la leçon de la guerrière, elle a juste toujours été là dans ma vie. Puis c'est vraiment ce que je me suis rendu compte. Fait qu'à un moment donné, c'est comme une reconnaissance, une acceptation, puis c'est comme, OK, on y va. Puis là, ben, à partir de là, ben, ça déboule. Mais j'ai douté jusqu'à la dernière minute. Même, il y a des posts sur le forum, si on remonte vraiment loin,
qu'on en discute avec d'autres, parce qu'on arrive tout quand c'était avant l'initiation, oui, mais si je me trompe. Si je me trompe, si je prends la mauvaise patronne, est-ce que je vais la fâcher? Est-ce que je vais décevoir? Est-ce que, tu sais, ça fait boum dans notre tête quand on arrive, parce que, tu sais, on chemine, on fait les leçons, mais là, rendu au cahier, qu'à l'initiation, c'est comme, OK, ouais, mais là, c'est là. Faut pas que je me trompe, puis, tu sais, on voit ça énorme, parce que ça arrive que on prend une patronne, puis après tant de mois, tant d'années, on se rend compte qu'on a fait ce qu'on avait à faire avec cette déesse-là. Puis c'est très difficile. Moi, il y a beaucoup de prêtresses dans l'ordre qui ont changé éventuellement de déesse patronne. C'était extrêmement dur pour elles de le reconnaître parce qu'il y avait la sensation de s'être trompée. Puis, tu sais, moi, ce que je ressentais, c'est comme, tu t'es pas trompé. Tu as fait ce que tu avais à apprendre. Si tu avais appris ce que tu avais à apprendre, le bout de chemin que tu avais à faire avec cette déesse-là, en tant que patronne, donc qui gère la majorité des trucs, c'est fait. Mais c'est quand même un deuil. Il y a beaucoup de prêtresses que pour eux autres, c'est littéralement un deuil de changer de patronne, de se rendre compte. Parce que là, tu te remets tout ton cheminement en question. C'est comme, OK, où est-ce que je me suis plantée? Mais pour moi, c'est pas un plantage. Il n'y a aucun enseignement, même quand on se plante, c'est pas un plantage. On apprend toujours, il faut apprendre pour s'en rendre compte aussi, là. Mais si tu fais ça seulement, les plantages, on en a besoin, là. Et comment tu as vécu le début de ton parcours en tant que prêtresse? Avec beaucoup d'illusions. On a tout un plan quand on s'engage dans les prêtrises, beaucoup d'illusions que ça va être que beau, que facile, que ça va couler tout seul, qu'on a l'impression que, OK, je suis initiée, le plus dur est fait. Mais non. Je pense que les épreuves les plus difficiles, en tout cas pour moi, c'est sûr que je peux parler que pour moi, c'est une fois que j'ai été initiée. Parce que là, tu deviens aussi indépendante. Tes leçons, tu n'en as plus. Ton cheminement, ton évolution, ça appartient à toi. On a des cahiers pour nous aider, on a notre communauté, on a nos sœurs prêtresses qui ont plus d'expérience, qui sont là pour nous soutenir. Mais principalement, ça part de nous, c'est à nous d'emmener notre prêtrise de la théorie à la pratique. Moi, la pratique, je travaille pas à l'extérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, fait que ma pratique, ma prêtrise, je la vis vraiment dans mon quotidien puis dans mon foyer. Ça a été aussi de transmettre à mes fils, parce qu'ils sont élevés littéralement dans le mécanisme. Je veux dire, Liam, j'ai commencé j'ai commencé des M. Je pense que mon plus jeune avait genre 2 ans, là, 1 an ou 2, fait que c'était un bébé. Lui, il a grandi littéralement avec mes hôtels, mes enfants aussi, même s'ils étaient un petit peu plus vieux. Fait que tranquillement, pas vite, ils ont vu, là, en parenthèse, le décor de la maison un peu changer. Ah, maman, elle a des trucs bizarres sur son bureau, mais tu sais, je peux y toucher, mais pas trop, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'était vraiment d'emmener graduellement ma pratique. Mettons, au début, je la faisais que dans ma chambre devant mon hôtel. Avec les années, ben, j'ai eu plus d'hôtels. Puis la pratique se limite plus à la chambre ou à l'hôtel. Ma pratique, ma pratique, je la fais absolument partout dans la maison, que ce soit dans la cuisine, en préparant les repas, en m'occupant de mes fils, parce que là, au début, les enfants, quand c'est jeune, c'est beaucoup de soins physiques. Avec l'adolescence, c'est les soins plus émotionnels et mentaux qui entrent en cours. C'est de partager aussi ma vision d'Yanis, parce que, tu sais, moi, mes fils, je veux qu'ils soient libres. Tous les gens que je connais, je trouve que c'est important qu'on soit libres de nos croyances. Fait que moi, je leur en parlais pas. S'ils me posaient des questions sur mes hôtels, c'est ce que je faisais parce qu'ils me voyaient beaucoup dans mes cahiers puis sur l'ordinateur en train de faire mes trucs pour l'ordre. Je leur répondais, mais j'impose rien. Pour moi, c'est vraiment important. Si mes fils auraient voulu, Nathaniel, quand il était plus petit, mon aîné, lui, il aimait beaucoup les églises et l'histoire de Jésus. Mais tu sais, j'ai acheté un livre imagé, puis le soir, ben, tu sais, je lisais l'histoire de Jésus. Tu sais, pour moi, c'est vraiment important de les laisser libres. Fait que oui, mes fils, c'est sûr que, mettons, si, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, prier. Si, mettons, ils ont une demande à faire ou peu importe, ben, tu sais, c'est pas nécessairement Marie qui vont prier, là. C'est quoi que Marie fait partie aussi du chemin, du mon cheminement, mais non, ils savent pas vraiment. Tu sais, j'ai mon fils aîné qui, lui, est très proche de Basse. Mon aîné, il a vraiment un hôtel avec 3 statues de Basse parce qu'il y en a jamais assez. Lui, il est très, autant qu'il est très discret, pour lui, c'est quelque chose vraiment qui répond. Je sais que Nathaniel, quand il trouve qu'il y a quelque chose à nous demander, ben, c'est Basse qui va aller voir. Il y a vraiment l'énergie de Basse. Je sais pas comment dire autrement. C'est ma protectrice de mon foyer, ma première unité du foyer. Elle est très présente dans ma maison. J'ai 12 chats. Regarde, on va le dire tout de suite, là, j'en ai 12. Bon. Mais c'est ça. Mais pour moi, c'est important qu'ils soient libres de leurs croyances, de leurs pratiques. Fait que, oui, ils sont élevés là-dedans. Mais s'ils auraient voulu prendre un autre chemin, ils sont libres aussi de le faire. C'est vraiment rentrer dans ton quotidien avec des routines
Oui, parce que, tu sais, mes enfants me voient faire les offrandes sur les autels, les offrandes qui soient d'eau ou de boisson, de nourriture ou d'encens. Je me cache plus maintenant. Au début, comme je te disais, au début, je gardais ça dans ma chambre parce que je me sentais pas non plus assez à l'aise pour le faire nécessairement devant mes proches. Parce que tu sais, ma famille est ouverte, mon chum est ouvert, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit. Je sais pas comment dire ça, puis j'étais pas à l'aise de le faire. Aujourd'hui, tu sais, mes enfants, je vais faire mes offrandes aux hôtels, tu sais, je vais faire mes offrandes quand même que mes enfants soient là ou non, je vais faire mes prières, tu sais. C'est quelque chose que je vis beaucoup mieux qu'avant. Je me cache plus. Tu sais, même à un moment donné, tu veux pas, j'ai des hôtels maintenant partout dans la maison. Tu sais, j'en ai un petit dans la cuisine, j'en ai dans ma chambre, j'en ai dans le salon. Tu sais, mon hobbit, là, je l'appelle mon hobbit parce que mon fils du milieu, tu sais, quand il y avait des amis qui venaient à la maison, ben, tu sais, c'est déjà arrivé qu'il m'a demandé, du moins, mais là, maman, tes hôtels, je dis non. Jacob, je dis, on est chez nous. Je dis, on respecte les gens quand ils vont chez nous, quand on va chez eux. Et je dis, ici, je dis, Jack, c'est chez nous. Fait que je dis, je me cache pas, Jacob. Je dis, de toute façon, les hôtels, souvent, ça paraît plus pour à part pour quelqu'un qui a une pratique, pour les jeunes enfants, je te dirais que ça paraît beaucoup plus comme de la décoration que d'autres choses. Avec les statues, les bougies, les trucs comme ça, fait que ça passait quand même relativement bien. Mais tu sais, je leur dis, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que, habituellement, si ça arrêtait, OK, regarde, je vais les enlever, mais tu sais, j'étais rendue quand même un stade dans ma vie où j'étais plus capable de m'affirmer, puis c'était comme, non, regarde, tu vas ailleurs, je respecte les autres. Puis il y avait des amis qui étaient témoins de Jéhovah, puis tu sais, de d'autres croyances. Je dis, quand tu vas chez tes amis, tu respectes leurs croyances, c'est comme, ouais, ben, je dis, ici, c'est pareil. Je dis, tes amis qui posent des questions, ben, c'est des trucs bizarres à ta mère. Je dis, mets-moi ça sur le dos, ça me dérange pas. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux et celles qui souhaiteraient faire ce cheminement de la prêtrise? Soyez patiente, ouverte et faites pas trop d'illusions. C'est bien de se faire des plans de prêtrise parce qu'il faut en faire, mais il faut pas non plus être fermé et stagné dans nos plans. Parce que souvent, la déesse, ça nous met des choses sur notre chemin qu'on n'avait jamais pensé ou qu'on voulu carrément. Fait que je pense que oui, il faut se faire un plan de prêtrise parce qu'il faut avoir une ligne directrice, mais il faut toujours être souple puis ouvert à ce que ça change. Ça, je te dirais que ce serait mon plus un conseil et la patience et envers nous-mêmes aussi. Parce qu'on devient très exigeante. Moi, je culpabilisais beaucoup, surtout quand mes enfants étaient plus jeunes et que j'avais pas de temps, moi. Quand il y a des jeunes enfants, ton horaire t'appartient pas. Tu fais ton horaire selon les enfants. Au début, quand j'ai commencé, et même dans ma prêtrise, mes enfants étaient plus jeunes, ils demandaient plus. Comme là, tu vois, c'est tranquille chez nous, là. Ils sont plus là, là. Tu sais, je veux dire, j'en ai deux qui sont partis, j'en ai un qui est en bas, mon neveu dort encore. Fait que, là, c'est tranquille. Mais il y a quelques années, quand j'ai commencé, j'avais pas de temps. C'est autant pour les enfants, puis là, mais j'ai une routine pour faire mes enfants, puis j'en ai des pratiques quotidiennes pour ma spiritualité. Quand il y avait des jeunes enfants, je pouvais pas. Tu sais, je veux dire, je faisais mes offrandes quand je pouvais. Tu sais, j'essayais de suivre, mettons, les fêtes officielles de mes divinités ou peu importe, mais c'est impossible. Tu sais, je veux dire, j'essayais vraiment d'être éthique et responsable de ce que je pensais être stable et respectueuse dans ma pratique. Sauf que ma vie est trop chaotique pour que je sois être comme ça. C'est pas possible. Il y en a qui vont se faire un calendrier, qui vont suivre vraiment les fêtes religieuses de leur panthéon ou de leur guide, puis qui vont soutenir, et qui vont s'épanouir là-dedans, puis c'est génial. Mais moi, ce qu'il a fallu que j'accepte, c'est que ma vie est trop bordélique pour que ça se fasse comme ça. Je me fais des plans. Si mon plan est trop bien organisé, c'est sûr qu'il va arriver de quoi. Un enfant va tomber malade, ils vont se pogner, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose, puis qu'il va défaire ce plan-là. Fait que ce qu'il faut apprendre, je crois, c'est à adapter notre pratique selon notre vie qu'on a présentement, puis de ne pas se sentir coupable de ça. Si on n'a pas le temps de faire l'apprendre à quelle journée, parce que c'est ça, tu sais, on le fait avec cœur, ne serait-ce que d'allumer une bougie ou mettre un peu d'encens, mais de le faire avec le cœur, même si c'est pas long, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est pas le temps nécessairement consacré ou le coût de l'offrande. C'est vraiment que tu le fasses avec ton cœur. Tu mets, c'est souvent comme je dis, tu mets une belle pierre qui vaut 300 pièces ton hôtel en offrande à quelle dignité et que tu déposes là sur ton hôtel. Hey, tiens, cadeau, bonne journée. Oui, ta pierre, elle vaut cher, mais je veux dire, pour moi, ce qui compte vraiment, c'est la sincérité puis la dévotion. Fait que des fois, dans notre vie, même si on aime beaucoup nos divinités, qu'on fait nos dévotions, puis qu'on veut les faire, qu'on est sincère,
Mais shit happen, des fois, nos plans, c'est ça, nos plans changent. On tombe malade, il y a un proche qui tombe malade, puis nos plans changent. Pour moi, c'est vraiment de faire notre pratique selon notre horaire à nous présentement. Puis l'horaire va changer. Tu sais, comme je dis à William, qui sont les jeunes enfants, présentement, tu n'as pas le temps, tu es dans le jeu, mais éventuellement, tu vas l'avoir, fait que ça ne soit pas. C'est d'être patiente et d'être compréhensive aussi envers nous-mêmes, parce qu'on l'est beaucoup envers les autres. Mais quand c'est le temps de faire notre pratique à nous, puis nos choses à nous, souvent, on est très exigeante et on se sent beaucoup coupable. Moi, je me suis sentie coupable pendant des années parce que je me sentais indigne littéralement de mes divinités, là. Parce que j'en ai beaucoup, j'ai un panthéon assez volumineux, là. J'étais comme, j'arriverai jamais à tout servir ça, j'arriverai pas à, littéralement, à les servir, à les honorer comme ils méritent. C'est impossible. J'ai 13 divinités, là. J'ai 7 jours, il y a 7 jours dans la semaine, je veux dire, j'ai 24 heures par jour, c'est impossible, là. Si on vit pas dans un temple à Avalon ou dans une église, qu'on peut faire nos dévotions 8 heures par jour, là, c'est pas ça notre vie, nous autres, là. Fait qu'il faut l'adapter aussi, il faut adapter notre prêtrise à notre réalité. Fait que, je fais mes offrandes régulièrement, moi, je leur parle tout le temps. Et oui, je suis tout le temps en train de discuter avec eux autres, ou peu importe, pour moi, ma prêtrise, elle est vraiment concrètement dans mon quotidien. Des fois, je fais des jokes, c'est comme j'en ai beaucoup parce que cette mec était tannée de m'entendre, ça fait comme, OK, j'ai besoin de relève, là, ça m'en prend d'autres, je peux pas l'endurer tout seul, t'sais. Mais c'est ça, c'est vraiment d'adapter nos pratiques à notre réalité. Puis d'essayer de ne pas trop se sentir coupable là-dedans. Puis de dire toujours que si nos guides sont avec nous autres, notre patron, ou peu importe le nombre qu'on a, ben, ils sont là par choix. Je veux dire, moi, je me dis que si les miens veulent partir, si éventuellement il y a une divinité qui veut partir ou peu importe, ben, s'ils sont pas attachés, fait que s'ils restent, ben, c'est parce que je leur suffis, ce que je fais est suffisant. De toute façon, quand on sait est insuffisant, mais la plupart de mes divinités, ils ont quand même assez de tempérament, je le sais. Quand je commence à marcher croche ou qu'il y a de quoi qui ne se fait pas, ben, je finis par le savoir, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que c'est vraiment la patience, puis aussi la compassion, puis la compréhension envers nous-mêmes qui est important. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, pour clôturer? Quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, je pense qu'on a pas mal tout dit. Je ne suis pas très bonne sur les mots de la fin. Non, je pense que c'est quand même assez complexe. S'il y a quoi que ce soit d'autre, ben, tout m'en rejoindre de toute façon. Non, c'est très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ton partage. Ça me fait plaisir. Puis, ben, écoute, c'est un super beau projet. Sérieusement, je suis vraiment contente que tu te lances. Puis, si tu as besoin d'aide pour les botter des autres prêtresses, ben, tu me le diras, je vais aller lire l'ensuite. Merci. Ça me fait plaisir. Fait que passe une belle journée. C'est toi aussi. Bye. Merci. Salut.